C'est Emmanuel Grégoire, qui est donc le premier adjoint à la maire de Paris, qui m'a demandé de le remplacer in extremis. Il aurait souhaité pouvoir être présent, effectivement, pour faire un duel avec Monsieur Donnet. Bien sûr que je suis très humble vis-à-vis de vous, de votre expérience et des bonnes questions que vous avez posées. Je vais essayer de faire œuvre de pédagogie, d'expliquer un peu le cheminement. Et puis peut-être aussi, peut-être tordre le bras si j'y arrive à quelques peut-être incompréhensions sur ce que c'est réellement un pastillage. Commençons par le PLU. Ce que c'est un PLU. Un PLU, donc plan local d'urbanisme, c'est ni plus ni moins que un document qui, de par la loi, est à la main de la municipalité pour ordonner les bâtiments, leur destination sur son territoire. Je pense que c'est un des plus grands pouvoirs d'une municipalité en France. C'est même quelque chose qui, quand on regarde en Europe, n'est pas tout à fait comparable. Donc Paris est une grande ville, il y a 35 000 communes en France, et donc il n'est pas non plus question de laisser ce grand pouvoir sans contrôle. Et l'État a bien fait les choses, et il y a un contrôle qui est en train de s'opérer déjà, parce qu'on travaille main dans la main avec l'État, et qui s'opérera d'autant plus dans les phases suivantes. Donc ce PLU, il est à son tout début, son balbutiement. On a commencé les études effectivement en 2021 et on espère, avant l'été, arrêter un premier projet au Conseil de Paris qui sera ensuite soumis à enquête publique. Et cette enquête publique, vu la taille du PLU, ne sera pas un commissaire enquêteur, ce sera une commission d'enquête, certainement, qui va être menée, avec un travail fin qui va être fait, propriétaire par propriétaire, élément du règlement par élément du règlement, pour tester la légalité, le bien fondé de ce que le Conseil de Paris aura voté. Et il y aura certainement, comme dans le PLU de Paris précédent, des changements, avant l'approbation qui, lui, devrait se tenir en 2024. Ce PLU, c'est un document donc politique à ce stade, de discussion entre les groupes, avec des obédiences, vous le savez, une majorité municipale, avec parfois des débats vifs, comme on peut l'avoir ici, qui sont parfois antagonistes, et qu'on a essayé, en tout cas l'équipe PLU a essayé de mettre en musique. L'équipe PLU, c'est 150 personnes. Moi, je suis là sur scène, je représente Emmanuel Grégoire, j'ai à peine le volet politique. C'est des conseils juridiques, une conseillère d'État, un cabinet d'avocats, même plusieurs cabinets d'avocats, je crois 12 architectes, etc. C'est plus de 150 personnes à temps plein qui établissent ce PLU. Et le sujet qui nous intéresse maintenant, qui est le pastillage, qui est un sujet extrêmement important pour vous, ce n'est pas le seul sujet de débat du PLU. Et donc, à ce stade, bien sûr que rien n'est arrêté. Il y a eu à un moment donné, l'année dernière, un gros travail qui a été fait par les services pour répondre à la commande de l'exécutif, qui est celle d'atteindre les 25% de logements sociaux à Paris, le rééquilibrage Est-Ouest, parce que c'est qu'il y a un problème d'équilibre territorial à Paris, et un nouvel objectif qui est l'atteinte des 40% de logements publics. Je reviendrai un peu sur ces objectifs juste après. Et donc, il y a eu cette proposition des services de dire il y a un outil dans le PLU qui existe déjà, qui s'appelle les pastillages. Donc il y en a à peu près 350 dans le PLU actuel, qui ont plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire 30% des pastilles ont été transformées. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de refaire un travail, comme ça a été fait en 2006, d'identification de nouveaux bâtiments? La réponse d'Emmanuel Grégoire, je me souviens, elle a été la suivante, c'est « Ok, allons-y, proposons une liste sur des critères objectifs, qui sont, il faut qu'il y ait une taille minimum, donc au moins 1000 m², il faut que ce soit transformable en logement, et il faut qu'il y ait peu de propriétaires. Sinon, il n'y a pas de chance que ça puisse faire. Mais il va falloir quand même le présenter aux propriétaires lors d'une concertation qui a eu lieu entre septembre et novembre de l'année dernière, sur une grande carte, de manière à pouvoir récolter les avis et travailler avec eux. Donc, je m'excuse si la méthode, peut-être, a été un peu trop rapide, mais en tout cas, c'était bien le but. C'est qu'il puisse y avoir ce dialogue et qu'on puisse, comme on le fait ici, expliquer un peu la démarche. Il y a 120 000 immeubles à Paris. Si on prend juste les immeubles de bureaux, c'est pas simple de faire ça, mais en tout cas, de plus de 1000 m² ou vers 800 m², il y a 12 000 immeubles de bureaux à Paris. Aujourd'hui, la liste des services, c'est entre 600 et 700 immeubles. Donc, il faut les mettre en comparaison avec les 12 000 immeubles parisiens qui répondent aux caractéristiques nommées. On pourrait les transformer en logements,
Ils sont dans un secteur qui est en grand déficit de logement social. Et on pense qu'à l'occasion d'une vente, etc., avec le pastillage, la ville pourrait se porter acquéreur et faire un projet de logement. Alors pourquoi faire du logement social et public? Déjà, Paris, et on l'a vu depuis 2006, a un sujet en termes de croissance démographique. Un sujet démographique à Paris, avec une baisse de la démographie récente, alors qui revient à un niveau en fait assez similaire au début des années 2000. Ce n'est pas une chute énorme, enfin ceci dit, et elle s'explique par plusieurs facteurs. La vacance des logements. Il y a dans le centre de Paris une vacance de 30%. Vous vous baladez par ici et vous verrez, un logement sur 3, il est vacant ou en tout cas sous-occupé. Une décohabitation plus importante, les gens divorcent de plus en plus, et un vieillissement de la population qui amène aussi par un nombre d'habitants par logement qui a réduit. Donc on a beau avoir augmenté le stock de logements depuis 2006, en réalité, mécaniquement, comme les gens habitent moins leur logement, on est toujours en pénurie. Il y en a toujours ce sujet-là. Sur la vacance, le divorce, le vieillissement de la population, le PLU ne peut pas grand-chose. On le souhaiterait, mais on ne peut pas interdire le divorce avec le PLU. Je ne suis même pas sûr qu'on le souhaite réellement, d'ailleurs. Donc on a d'autres moyens de le faire, d'agir. Et ce moyen, c'est le logement social et public. Ce qu'a démontré les études, c'est que dans les secteurs à Paris, les IRIS, vous savez, qui est la maille de l'INSEE, où le logement social avait augmenté, où le logement intermédiaire avait augmenté, la part des familles avait augmenté. Parce que le logement social, le logement public, il a cet intérêt qu'il est très peu vacant. A priori, si vous n'utilisez pas votre logement, vous n'allez pas pouvoir le conserver. Et donc tous ces objectifs-là ont fait que la ville de Paris a pris la décision, en tout cas, de porter à la concertation 600 biens qui nous semblaient être intéressants pour pouvoir devenir du logement social à l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Déjà, on a engagé une discussion avec la plupart des propriétaires en faisant très attention à ne pas être trop dur avec certains propriétaires par rapport à d'autres. Le problème, c'est que vos biens, souvent, la propriété n'est pas claire. C'est SCI rue des Saussets, SCI rue Saint-Marc, donc pas simple pour nous de savoir. Et donc on commence à faire ce travail et à le terminer, d'avoir une vision propriétaire par propriétaire et essayer de faire en sorte que ce soit proportionnel, ce travail. Ensuite, il va y avoir le travail de contrôle légalité. Et puis, réellement, le pastillage, comment va-t-il s'appliquer? Eh bien, déjà, je peux vous rassurer sur un point, même sans pastillage, la ville de Paris préempte partout dans Paris. Et quand il y a une transaction qui est faite à Paris, elle passe au niveau des services et la ville prend la décision ou non de préempter. Ça ne changera pas. C'est juste ces biens-là seront un peu plus signalés. Donc, pardon, pour moi, ça vous fait baisser l'aléa. Vous savez à l'avance qu'en cas de vente, la ville va regarder en particulier ce bien-là parce qu'il nous intéresse. Ça vous permet aussi de savoir à l'avance ce qui peut se passer. Ensuite, il y a 3 cas de figure. Soit, dans le cas d'une préemption avec une vente, la ville propose un prix, il est accepté, il n'est pas accepté, il y a une décision peut-être de justice qui se fera, mais la jurisprudence est quand même en France toujours en faveur du vendeur. Donc on ne constate pas de baisse de valeur en réalité à ce stade-là. Soit vous activez votre droit de délaissement. Vous dites, voilà, je vous mets en demeure de m'acheter pareil, même système, on va faire une offre, avec une discussion, une négociation. Et enfin, dernier cas, c'est le cas du permis de construire, où il faudra que vous fassiez, en dépôt d'un permis de construire, ce qui est inscrit sur la pastille. Et là aussi, on a avancé en travail avec les professionnels. On se rend bien compte que pour des travaux de réhabilitation thermique, il n'est pas question de vous imposer de faire du logement social chez vous. Et donc, on est en train de réfléchir justement à bien définir ce que c'est une réhabilitation, de manière à quand même, dans certains cas de figure de travaux importants pour réhabiliter de biens, vous puissiez, la pastille ne s'active pas, vous puissiez avoir votre autorisation sans forcément la faire. Enfin, on sait que l'acte de construire est un acte difficile, et donc on va aussi, dans le PLU, et tout ça c'est soumis à négociation entre les groupes, proposer des bonus, notamment sur le logement. Un bonus de surélévation est à l'étude, et donc le logement qu'on vous imposerait dans le cadre d'une pastille ou dans le cadre d'autres mécanismes pourrait certainement sortir du gabarit commun. Et donc on vous offre, en tout cas on va essayer de le faire, offrir de la constructibilité en lien avec le logement qui serait demandé. Tout ça n'est pas terminé, on a évolué déjà depuis septembre dernier, on va continuer à le faire, et j'espère que,
comme ici et ailleurs, on puisse continuer de discuter avec vous, parce que ça nous enrichit beaucoup. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Merci.